Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous sur Télé 50 pour cette nouvelle édition du journal. Le sujet phare à la une de l'actualité, c'est le rapport de l'ONU sur la violation de l'embargo décrété sur les armes destinées aux groupes armés. Ce rapport a été rendu public par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce document de 44 pages indique que le Rwanda a violé les sanctions de l'ONU en jouant un rôle clé dans la création d'un groupe armé anti-gouvernemental au sud Kivu. Kigali a approvisionné les mutins du M23 en armes, munitions, soldats et récurrendaise. C'est l'essentiel des déclarations de Lambert Mende, porte-parole du gouvernement congolais. En l'écoutant. Le rapport du groupe d'experts indépendants sur la violation de l'embargo décrété sur les armes aux groupes armés en RDC donne des preuves accablantes. La bande à Taganda qui sème la désolation dans l'est du Congo dispose en fait d'appui de très haut niveau de la part du gouvernement rwandais. Les rapporteurs citent des officiels rwandais de tout premier plan, notamment un membre du gouvernement, le ministre de la Défense lui-même. De même que le chef d'état-major général des forces de défense rwandaises et le principal conseiller militaire du président Paul Kagame. Autant dire le sommet de la hiérarchie militaire de ce pays voisin. Ce rapport tire toute sa crédibilité de la méthodologie en vigueur pour ce type de travail qui en conditionne la recevabilité à une confirmation de chaque fait relaté par 5 sources indépendantes les unes des autres. Ce rapport ne vient que confirmer ce que le gouvernement congolais connaissait déjà et n'a cessé de dénoncer depuis le 9 juin dernier. C'est en effet depuis le mois de janvier 2012 que nos services d'intelligence enquêtent ayant été alertés à cet égard lorsque commencèrent des vagues de désertion successives dans 3 régiments FARDC en garnison au Kivu. Le gouvernement qui avait gardé sous le coude les renseignements ainsi recueillis avait décidé de les partager du reste avec les préposés rwandais au sein de l'équipe mixte de vérification mise en place par les 2 pays. Vu ces preuves, le gouvernement de la République démocratique du Congo exige que les filières de recrutement, de renfort d'armement et de ravitaillement en faveur des bandits armés de Taganda en terre rwandaise soient démantelées sans condition. À l'Assemblée nationale, le rapport du processus électoral à mi-parcours a été présenté ce jeudi devant les députés nationaux par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante. C'était au cours d'une plénière consacrée à l'évaluation du processus. Fabien Lumbala et Doudou Kamala. Daniel Ngoï Mulunda est revenu sur les grands moments du processus électoral jusqu'à l'étape des élections couplées présidentielles et législatives du 28 novembre 2011, organisées selon lui dans un contexte politique difficile sur le plan international et national. Il a évoqué les difficultés logistiques et surtout l'enregistrement des candidatures aux législatives nationales, une des étapes la plus difficile selon lui, vu le nombre de ceux qui avaient postulé. Ngoï Mulunda, complété par son vice-président Jacques Ndioli, a révélé que son institution a géré presque 733 millions de dollars américains mis à sa disposition par le gouvernement central pour toutes les opérations de la première phase du processus électoral. Au sujet de toutes les diatribes formulées contre son bureau, Daniel Ngoï Mulunda n'est pas prêt à les encaisser toutes, vu selon lui les responsabilités partagées à travers la révision constitutionnelle et le timing relativement court lui accordé pour organiser les élections dans le respect de la Constitution. Daniel Ngoï Mulunda et Jacques Ndioli ont-ils réellement convaincu les élus? Convaincre, non. Dans quel sens? Il y a certains points qui n'ont pas relevé, que nous allons bien sûr enrichir lors des débats. Ils ont reconnu leurs erreurs et ils ont donné certaines propositions. Et je pense que c'est un rapport responsable pour notre part. Le débat ouvert par Obéminakou, le président de l'Assemblée nationale, va se poursuivre ce vendredi et le bureau de la Commission électorale nationale indépendante aura 24 heures pour répondre aux différentes questions des députés nationaux.
Vous le savez, le Conseil de sécurité des Nations Unies a prorogé le mandat de la MONUSCO jusqu'au 30 juin 2013. Pour quelle finalité? La classe politique reste divisée sur cette décision du Conseil de sécurité. Fabien Lumbala a fait ce constat dans une interview réalisée au Parlement. Un pays souverain n'a pas besoin d'avoir des injonctions externes. Un pays souverain qui a un gouvernement doit se prendre. Moi, je me pose la question. MONUSCO, rester ou pas rester, je pense que leur mission de venir ici, c'est protéger les civils. Mais qui est-ce qu'on tue là-bas? Prolonger cette mission, pour moi, ils ont décidé, c'est notre gouvernement, nous nous inclinons. Mais nous demandons, s'il faut vérifier ou revoir la mission de la MONUSCO, qu'ils revoient leur mission, qu'ils ne soient pas passifs. Qu'ils tuent ceux qui veulent tuer le Congo. Qu'ils tuent, parce que c'est des ennemis de la démocratie. On favorise quoi? Il est important que chaque fois qu'il y a rupture de paix ou menace de la paix, que les Nations Unies dont nous sommes membres interviennent. Et dans le cas d'espèce, je suis de ceux qui croient qu'il est toujours opportun pour nous de bénéficier de l'appui d'une mission des Nations Unies. D'ailleurs, je suis de ceux qui plaident pour la transformation de cette mission. Au lieu qu'elle demeure une mission d'observation, je crois qu'il faut lui conférer certaines prérogatives qui vont lui permettre d'intervenir en faveur de populations avec des moyens beaucoup plus actifs qu'il n'en possède actuellement. Donc je soutiens cette prorogation. Je crois que nous avons encore besoin de l'assistance des Nations Unies comme de bien d'autres institutions internationales. Dans l'actualité également, 14e sommet de la francophonie. Il ne reste plus que quelques mois pour accueillir la grande famille francophone à Kinshasa. Pendant ce temps, la sensibilisation est tous azimuts. Et c'est jeudi, le comité en charge de l'organisation. Ce sommet était face aux éditeurs de la presse écrite congolaise. Le président de la commission médias s'est entretenu avec eux. Question de les éclairer au sujet de toutes ces questions polémiques. Jean-Marie Kassamba leur a transmis en tout cas les rudiments nécessaires sur l'organisation. Regardez. C'est autour d'une table réunissant les éditeurs de la presse écrite que le président de la commission communication et médias du comité national d'organisation du 14e sommet a conféré avec ceux-ci. La démarche consistait à les écouter mais aussi à partager les connaissances relatives à la francophonie et aux opportunités qu'elle présente. La francophonie mais aussi la tenue de son 14e sommet à Kinshasa. La presse écrite joue un rôle très important dans notre pays. C'était pour nous une occasion de leur expliquer d'abord ce que c'est le sommet, comment ça va s'organiser, à quel moment nous sommes, qu'est-ce que nous pouvons attendre de la presse écrite et surtout comment on peut aider aussi cette presse écrite à être à niveau de sorte que la couverture de ces sommets soit effective. Et notre travail à nous, c'est chaque fois que c'est nécessaire, préciser les choses, apporter des éléments d'appréciation générale, des points particuliers, ce qui s'est fait. Et à chaque fois que ça sera nécessaire, nous le ferons encore. Il fallait le faire. L'organisation de cette rencontre a été bien perçue par tous les éditeurs présents. Il faut que nos membres arrivent réellement à avoir les bonnes informations sur les contours de la tenue du sommet, du 14e sommet de la francophonie en RDC. Je crois que les gens sont réellement édifiés et ça suscite encore un peu plus d'intérêt sur la tenue du sommet ici et éventuellement leur participation. La tenue du 14e sommet de la francophonie est une occasion pour l'organisation de se faire connaître aux Congolais et sa tenue à Kinshasa une occasion pour les Congolais de se faire connaître et de s'affirmer sans complexe au monde. Le ministre de Poste, Téléphone et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Trifon Kinkei Mulumba, a eu une séance de travail ce jeudi avec les différents opérateurs fournisseurs d'accès à Internet en République démocratique du Congo. Ces échanges ont essentiellement tourné autour de la lutte contre la fraude dans les appels internationaux Filmbox. Il s'agit donc de l'utilisation frauduleuse du code 243 lors des appels en provenance de l'étranger qui font perdre au pays 5 à 12 millions de dollars par mois. Les détails, vous les aurez dans nos prochaines éditions. Eugène Diomi Ndongala, poursuivi pour viol sur mineur, toujours en cavale. Le président national de la DC, Démocratie chrétienne, parti d'opposition, aurait abusé 2 filles d'une seule et même famille. Le père des victimes qui se remet plutôt à la justice attend réparation. Suivez.
C'est cet homme qui serait accusé des viols par le responsable de cette famille. J'ai suspecté mes enfants une semaine durant, avec des sommes colossales d'argent dans leur sac. J'ai filé les enfants, j'ai vu là où ils sont entrés. Je ne savais pas que c'était la résidence ou les bureaux d'un quelconque politicien. Je me suis présenté aux gardes qui étaient à la porte, ils m'ont empêché d'entrer. J'ai commencé maintenant à tonner. C'est à ce moment-là que j'ai vu une équipe de la police passer. Ils nous ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils croyaient peut-être qu'on était en train de se battre. Au moment où nous parlions, je ne savais pas qu'il y avait une autre issue, une porte de secours du côté du restaurant. J'ai vu maintenant les filles en train de sortir en courant. La victime reconnaît avoir été violée dans cette pièce où se trouvent les effets du présumé coupable, député national et président de la démocratie chrétienne, porte-parole de la majorité présidentielle populaire. Quand on a bu ce poisson-là, on s'est senti vraiment très affaibli, vraiment. On était vraiment très fatigué. On sentait vraiment du vertige, de grand vertige. Et puis, il nous a amené, moi et ma soeur, dans sa chambre. On a fait l'amour avec lui. Introuvable, Eugène Diomindongala est toujours poursuivi. Pendant ces temps, les enquêtes continuent. Toujours dans ce chapitre, le procureur général de la République, Kabange Numbi, rassure que l'opposant peut toujours courir, mais ce ne sera pas pour l'éternité, puisqu'il finira à répondre devant la justice congolaise. On l'écoute. Je vais vous poser la question aujourd'hui, pour quelles raisons l'honorable Denis Diongala a choisi de se cacher? Lui qui s'est toujours présenté librement chaque fois qu'il était invité, soit à la brigade judiciaire, soit au parquet de la Gombe, soit ici chez moi. Des appels téléphoniques de l'honorable avec les filles ont été vérifiés dans les appareils de celle-ci. Le présumé auteur de ces faits graves se cache aujourd'hui, mais il ne se cachera pas toujours. Vous le savez peut-être bien que moi, la prescription de l'action publique résultant d'une telle infraction n'est pas de 3 jours. Il peut bien se cacher aujourd'hui, il peut bien se cacher demain, il ne se cachera pas toujours. Après les 11 ans d'existence célébrés avec Fasta Lubumbashi, le président national de l'UNAFEC, Kyungu Wakumwanza, a tenu un point de presse à Kinshasa en vue de dissiper le malentendu en rapport avec toutes ces questions d'actualité. L'occasion a été donnée pour préciser que son parti reste membre de la majorité présidentielle et soutient absolument l'unité de la République démocratique du Congo. Crispin Chibasso. Mais le berceau, la base d'où est venu l'UNAFEC, c'est le Qatar. Et les autres, à tout seigneur, tout honneur. Nous sommes allés là-bas, on a démontré les vraies dimensions de l'UNAFEC. Je suis membre de la MP avec mon identité. Jamais vous m'avez entendu que je deviens unitariste parce que je suis MP. Non. Je garde mes couleurs, mon idéologie, mon projet de société. Les relations autorité morale au beau fixe. Nous sommes des légalistes. C'est cette monnaie ici. Si demain on va encore changer une autre monnaie, nous irons toujours dans la monnaie. C'est ça, la légalité. L'unité, oui, nous tenons à l'unité de notre pays. Culture à présent dans ce journal, l'album 5e doigt d'Alex Ndende, connu sous le nom de Lexus Légal, a été officiellement présenté ce jeudi à l'Institut français de Kinshasa. 5e doigt, c'est un album réalisé avec le concours du projet français Sésame, réalisé essentiellement par et pour l'enfant. C'est ce jeudi que le projet qui a pris corps officiellement a été présenté devant la presse. 5e doigt est en fait une collection de chants souvent appris chez les tout-petits dans les écoles. Je sais compter jusqu'à 20. Ok, allez-y, vraiment, 1 jusqu'à... Ils ont été orientés vers une pédagogie artistique, ou mieux, un art pédagogique. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Nous, on s'est dit, ben voilà, est-ce qu'il faut faire comme tous les autres? On a dit non, il y a un vrai besoin des parents d'avoir de quoi équilibrer leurs enfants mentalement. Et c'est ce qu'on a fait, on a répondu à ces besoins-là, on a répondu aussi aux besoins des enfants de pouvoir avoir des chansons aptes à pouvoir leur égayer sans pour autant leur amener d'autres choses dans la tête que nous, parents, nous sommes conscients que les enfants n'ont pas besoin. Au travers de ces chants, l'artiste rompt avec l'ordinaire de l'artiste congolais qui semble oublier l'enfant dans ses productions. Le projet Sésame, qui soutient la démarche de Lexus Légal, trouve ici un support non négligeable d'apprentissage de la langue française.